Libre-échange. Une personnalité se livre. Ses créations, ses valeurs, ses engagements. Une émission avec Olivier Biscay. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes sur Radio Aviva et c'est Libre-Échange, c'est l'heure de Libre-Échange, notre émission qui va nous permettre de discuter avec une personnalité, une émission en partenariat avec Midi Libre. Et cette personnalité, ce matin, c'est vous, Jean-Paul Montanari. Bonjour. Bonjour Olivier. Vous êtes le directeur de Montpellier Danse et je suis évidemment ravi de vous avoir à ce micro car vous avez annoncé ce matin la programmation du 41e Festival de Montpellier qui se tient du 23 juin au 16 juillet prochain. On va y revenir évidemment tout à l'heure. On va évidemment parler beaucoup de culture. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment ça va ? Ça va bien. Comment vous répondre à ça ? Vous êtes sûr ? À titre personnel, dans la mesure où j'ai commencé à être vacciné, je me sens déjà relativement protégé. Et donc, ça nous permet d'avoir une énergie encore supplémentaire. Pour le reste, la culture n'est pas à part de l'état de la nation, d'une certaine manière, de l'Europe et même du monde. Donc, c'est pas facile tous les jours, mais il faut avoir du courage dans la vie aussi. Hein. Donc, il faut continuer à se battre, il faut continuer à avoir des projets. Les structures, les collectivités qui soutiennent Montpellier Danse, c'est un soutien totalement irrésistible et très fort, que ce soit la métropole de Montpellier, la région Occitanie, le ministère de la Culture et quelques autres. Donc nous avons les moyens de travailler, et donc nous préparons un nouveau festival, comme d'habitude, si j'ose dire, même si nous savons, malheureusement comme l'été dernier, les risques que nous courons d'annulation, de salles à demi-pleines, de compagnies qui ne peuvent pas arriver jusqu'à Montpellier, de conditions sanitaires de plus en plus strictes, etc. Mais quoi faire d'autre ? Il faut arrêter de se lamenter. Hein. Donc ça veut dire continuer, garder espoir et conserver un cap. Rien d'autre. C'est ce que vous avez fait. Oui. Exactement. Mais est-ce qu'on a vraiment le choix ? Non, il faut, comme nous tous, les gens qui avons la chance d'être vivants, de pas être morts d'une certaine manière. Vous savez, je suis hanté par les bientôt 100 000 morts en France, dont peu de gens parlent aujourd'hui. Vous savez, il y a une espèce de voile pudiquement posé sur tous ces gens qui sont partis et dont on parle quasiment jamais. Donc, nous, on a la chance d'être là, on a la chance d'être vivants, de pouvoir travailler. Il faut donc s'en réjouir et bosser encore plus. Alors, c'est tout de même une voie très positive, un peu en décalage avec le reste du monde de la culture. J'ai toujours l'impression d'avoir été de cette manière, quoi qu'il arrive, quoi qu'on en pense. Peut-être parce que je suis aussi un privilégié, hein, au sens où, depuis 40 ans où j'anime cette question de la danse à Montpellier, le travail a été suffisamment bien fait pour avoir la confiance de tout le monde, du public, des collectivités territoriales, des différents donateurs et des différents mécènes, et on continue. Animer un lieu comme l'Agora, où j'ai quand même mis 20 ans à obtenir que l'Agora soit entièrement dédiée à la danse, justement. Donc, pour l'instant, les choses continuent. Elles peuvent empirer, bien sûr, mais pour l'instant, elles tiennent le coup. Donc, allons-y. Vous ne niez cependant pas que beaucoup d'acteurs de la culture souffrent en ce moment. Certes. On l'a vu ces dernières semaines. Absolument. Qu'est-ce que vous leur dites ? Vous compatissez ? Comment vous travaillez avec eux ? Comment vivent vos équipes ce moment si difficile ? Comment dire ? J'aime pas beaucoup nécessairement être à la place des autres et avoir donc une espèce de condescendance. Il y a des gens qui souffrent, c'est sûr. Il n'y a pas que dans ce milieu où les gens souffrent de toute façon. Hein. C'est exact. Il y a plein de gens qui souffrent partout. Et donc, on peut être quelquefois solidaire avec certains et moins solidaire que d'autres. Moi, ma solidarité, elle est essentiellement installée au niveau des artistes. Donc, quand les artistes, on a une politique de résidence, par exemple. Donc, on accueille des artistes en résidence, on les aide à travailler, on répond à ce genre de demandes. Pour le reste, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? À titre personnel, je fais beaucoup et pas nécessairement dans le milieu artistique. Quand vous regardez la cérémonie des Césars, on l'a tous regardé. Quand le monde de la culture, le monde du cinéma, dans sa globalité, a considéré que le pays, le gouvernement, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, ne faisait pas le travail. Est-ce que c'est aussi votre avis ? Non. Je vous dis tout net, j'ai trouvé ça totalement ridicule, personnellement. Voilà. Donc, c'est net, clair et précis de ce côté-là. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Roselyne Bachelot est un soutien ?
je ne l'ai jamais rencontré. Donc, le ministère de la Culture soutient beaucoup les arts en général. Donc, si vous voulez qu'on compare avec le Japon et les États-Unis, vous verrez que le ministère de la Culture, même aujourd'hui, continue à soutenir énormément les structures de la culture. Donc, il y a des moments où aussi il est inutile, la vulgarité est inutile, et se plaindre tout le temps est aussi inutile. Il y a peut-être d'autres combats à mener que ces combats-là, mais malheureusement, vous savez, la cérémonie des Césars est une émission de télévision, et absolument rien d'autre à mes yeux. Donc c'est un mauvais procès que l'on fait à certains acteurs de la vie politique. Je suis à cet endroit-là, je ne sais pas si ça s'appelle démocratique, mais je laisse les gens penser ce qu'ils veulent. J'ai pas à leur dire ce qu'ils ont à faire. Si certains pensent qu'il faut se comporter et dire ce genre de choses, ben d'accord. Moi, je ne suis pas de ceux-là. C'est tout ce que je peux dire. Alors, une question cependant complémentaire. Est-ce qu'il était nécessaire que l'on ferme les espaces culturels ? On a fermé tous les cinémas, tous les théâtres, tous les opéras. Est-ce que à minima, on n'aurait pas pu imaginer une organisation plus fluide. Tout était imaginable. Bien vous auriez aimé quoi, vous qu'auriez-vous souhaité ? Qu'on guérisse le plus vite possible. Ça, je veux le souhaiter. Le reste me paraît très superficiel. Donc vous considérez que c'est accessoire qu'on ait un débat sur les ouvertures de librairies, les ouvertures de théâtre, de cinéma ? On peut avoir tous les débats qu'on veut. Non, on peut en discuter, bien sûr. Non, j'ai été personnellement absolument ravi que les librairies puissent rouvrir. Parce que je fréquente beaucoup plus les librairies, d'ailleurs, que les lieux de spectacle, souvent. Hein. Donc voilà. Je crois que l'émission est trop courte. 29 minutes ne suffit pas à parler de toutes ces questions-là. Et on a tendance à tout mettre dans le même panier. Il y a des salles qui peuvent ouvrir plus facilement que d'autres. Pour l'instant, réunir des milliers de personnes debout me paraît une pure folie actuellement. Excusez-moi, il y a 3 jours, il y avait 60 000 contaminations comptées en France. Ça me paraît autrement plus grave que toutes les questions qu'on peut se poser sur les ouvertures de salles. Si on était sûr que ouvrir les salles fasse baisser la contamination, je serais le premier partisan. Or, j'en suis pas sûr, personnellement. Donc, on a eu la chance, à Montpellier Danse, en tous les cas, on a eu la chance, entre septembre et octobre, de pouvoir montrer quelques spectacles. Oui. Très bien. Les gens étaient très espacés les uns des autres. Il y avait des solutions hydroalcooliques à l'entrée. Il y avait une circulation du public très étudiée, etc. Et donc, j'espère que ces quelques représentations qu'on a pu donner à ce moment-là n'aura contaminé personne. Je suis intervenu personnellement auprès de quelques spectateurs qui refusaient de mettre un masque. On leur en a donné, voilà. Mais aujourd'hui, il y a toujours des gens qui souffrent de toute façon, bien sûr, mais est-ce qu'on peut avoir une société à zéro souffrance ? Voilà. Donc ça, je ne crois pas. Maintenant, que les artistes puissent pas montrer leurs œuvres, c'est vrai. Tous les artistes ne peuvent pas de toute façon montrer leurs œuvres tout le temps, partout, ça c'est pas vrai non plus, hein. Donc malheureusement, le champ même, le marché de l'art est un marché, y compris dans la danse, hein, est un marché restreint auquel tout le monde ne peut pas accéder de toute façon, pour des tas de raisons. Mais ce que vous nous dites à ce micro sur Radio Aviva, c'est que d'autres souffrent davantage, et finalement, la culture c'est important, mais ce n'est pas aussi important que la globalité de la souffrance. C'est une forme de traduction que vous pouvez faire de ce que je suis en train de penser, oui, bien sûr. Comment, dans ces conditions, on prépare la 41e édition du festival de danse? Est-ce que les artistes sont enthousiastes à revenir? Ils étaient dans les starting blocks. Comment on arrive à les convaincre de revenir tout simplement? Ça, les convaincre, c'est pas très compliqué. C'est plutôt eux qui auraient tendance à dire quand c'est qu'on joue. Un des problèmes principaux aura sans doute été le report d'un certain nombre de spectacles qui étaient prévus l'été dernier, pour la 40e édition, en 2020, et dont nous avions pris ensemble la décision de reporter les représentations à cet été 21. Mais du coup, ça fait que 40% de cette programmation que vous avez entre les mains vient de l'année dernière. Hein. Et donc, un des problèmes graves de notre business à nous serait, y compris pour le futur, la question du stockage des œuvres.
C'est-à-dire qu'il faut les jouer, il faut jouer maintenant, et ça c'est la décision qui est prise sur cette édition en tous les cas, sur cette 41e édition, c'est de jouer quoi qu'il arrive. D'accord. Nous jouerons de toute façon, les spectacles auront été payés, auront été produits, les artistes seront payés, ils seront sur scène, les techniciens et les intermittents du spectacle qui aussi malheureusement vivent des heures extrêmement difficiles, bien sûr, comme vous savez, pourront jouer et donc pourront travailler et donc pourront être payés intégralement. Maintenant, la question de la salle ne dépend pas que de moi, ça dépend aussi de la préfecture de l'Hérault et de me dire, attention, la salle sera remplie à 25%, à 35%, à 55%, à 60%. Et si tout ça n'était pas possible, eh bien, nous jouerons en invitant, comme ça se fait maintenant dans quasiment toutes les villes européennes, les journalistes, les personnalités du monde en l'occurrence de la danse et du spectacle, les programmateurs qui pourront venir voir cette œuvre. Donc nous jouerons même s'il y a 50 personnes dans la salle. Donc ce que j'entends ce matin, et ce qu'on entend, c'est que quoi qu'il arrive, il y aura un festival. Oui. Quoi qu'il arrive, il y aura une édition. Absolument, Olivier. Il y aura donc des spectacles, et ça c'est une bonne nouvelle pour Montpellier et au-delà. Quel sera le fil rouge de cette édition? Est-ce qu'il y a une thématique particulière? Non, pas de thématique, mais vous savez, à l'expérience, on s'aperçoit que les fils rouges, on les trouve qu'après. C'est une fois qu'on a vu les œuvres qu'on trouve qu'il y a un fil rouge. Mais il y a plusieurs idées, disons, qui circulent et dont on peut parler, même si c'est pas nécessairement des fils rouges. Le principal, sans doute, en dehors de ces, malheureusement, parce que c'est un drôle de fil rouge, à part ces spectacles qui viennent de l'année dernière, si j'ose dire, où on va retrouver la Batcheva, on va retrouver Sharon Eyal, on va retrouver Arkady Zaides, où on va retrouver Fabrice Ramalingom et quelques autres qui n'ont pas pu jouer l'année dernière. Non, c'est pas un thème, mais une sorte de hasard très intéressant qui est, on va retrouver 6 directeurs ou directrices de centres chorégraphiques français dans cette édition-là. Pour des raisons qui sont pas absolument volontaires, mais dont on constate aujourd'hui que c'est bien le cas. Donc il y a à la fois des créations, des reprises, à la fois la présence de chorégraphes importants comme Christian Rizzo ou bien sûr Angelin Prelzocage, des retrouvailles avec quelqu'un comme Kader Atou par exemple, ou Maud Le Pladec. Donc est-ce que c'est une des questions que je me suis posée en constatant qu'il y avait c'est quasiment presque la moitié des directeurs et directrices de centres chorégraphiques français qui seront là. Donc est-ce qu'il y a une spécificité à la danse française? Est-ce que l'institution chorégraphique qui est les centres nationaux chorégraphiques français, qui sont les grandes institutions de la danse en France, est-ce qu'il y a un point commun? Est-ce que c'est un regard sur la danse qu'on partage? Est-ce qu'au contraire, tout ça, que l'institution n'influe pas sur la créativité? Je suis très intrigué par ça. En général, par exemple, est-ce que la pandémie qu'on vit maintenant depuis un peu plus d'une année est venue, non pas perturber, mais influencer profondément le travail des artistes? Et de quelle manière? Mais ça, j'ai pas la réponse. Moi, je ne fais que poser des questions dans les festivals. Vous n'avez pas la réponse. Moi, je vais la poser, la question. Alors, vous avez forcément la réponse. Quand vous la posez, cette question, vous avez observé que ça a changé l'état d'esprit des artistes? C'est moins l'état d'esprit que l'état de la manière de travailler, sans doute. Vous savez, les artistes, depuis 1 an et demi, sont, d'une certaine manière, débarrassés des tournées, si j'ose dire. Je parle des créateurs, Donc les créateurs ont sans doute leur esprit créatif beaucoup plus libéré d'une certaine manière. Il ne faut pas considérer... je suis vraiment un optimiste béat, d'une certaine manière. Mais profiter de cette pandémie, justement, quant à la liberté qu'elle peut nous donner d'une certaine manière. C'est-à-dire que les artistes n'ont plus fait de tournée, n'ont plus passé leur temps à discuter avec des journalistes, n'ont plus eu La chance. non plus à faire des animations, par exemple, puisque tout était impossible. Ouais. Mais du coup, moi, je constate que certains artistes ont produit 2 fois plus, par exemple. Je sais qu'Emmanuel Gatt, tout de suite après avoir montré sa dernière création à Montpellier Danse, 2 mois plus tard, il avait une nouvelle création qui venait d'être terminée. Angelin Prelzocage, dont on parlait à l'instant, a fait 3 pièces cette année. Donc ça veut dire qu'il y a eu aussi ça du côté des artistes. Donc ils se sont concentrés sur l'essentiel, sur la créativité, sur eux-mêmes. Oui, c'est ce que je crois. Maintenant, à l'intérieur même de l'œuvre, comment cette proximité avec quoi? Avec la solitude? Avec soi-même?
avec la mort? Est-ce que ces proximités-là ont provoqué de nouvelles manières de concevoir la danse, le corps, leur expressivité, leur créativité? Eh bien, On l'observera. Rendez-vous au prochain festival. 23 juin au 16 juillet. Vous évoquiez tout à l'heure la danse au plan national, au plan français. Est-ce qu'il y a cette unité-là dont vous parliez? Comment elle se distingue, la danse française aujourd'hui, des danses européenne, mondiale, internationale? Elle se distingue par un côté, c'est justement la manière dont le ministère de la Culture, dont tout le monde se plaint tout le temps, a quand même organisé le réseau institutionnel de la danse. Ça n'existe qu'en France, les centres chorégraphiques nationaux. Il n'y en a pas ailleurs. Ça fonctionne pas comme ça ailleurs. Alors, il faudrait faire une étude encore plus précise, mais en dehors du fait que c'est, comme d'habitude, surtout les pays européens qui s'intéressent de près à la structuration des arts du spectacle en général. Le reste du monde laisse faire la nature, d'une certaine manière, la nature de la libéralité économique, bien sûr. Donc, c'est surtout ça qu'on observe en France. C'est pour ça que je suis toujours très intéressé par l'influence de l'institution, des institutions sur la nature de la créativité. Je rappelle à nos auditeurs donc, que la 41e édition du Festival de danse à Montpellier aura lieu du 23 juin au 16 juillet 2021, avec une information importante, c'est que quoi qu'il arrive, il y aura bien ce festival et que les spectacles se joueront. Parmi les spectacles, vous avez un ou deux coups de cœur dont vous pourriez peut-être nous faire part? On peut parler de l'ouverture avec Rachid Ouramdam. Rachid Ouramdam était jusque-là le directeur du centre chorégraphique, cette fameuse institution dont nous parlons à l'instant, de Grenoble, qui partageait avec un circassien qui s'appelle Yann Bourgeois, qui a beaucoup de talent également, et il vient d'être nommé quasiment à la plus haute marche des institutions françaises, puisqu'il vient d'être nommé directeur du Théâtre National de Chaillot, qui dorénavant à Paris est consacré exclusivement à la danse. Nous étions en discussion depuis longtemps, et ça c'est l'ouverture du festival à l'Agora, c'est-à-dire au Théâtre de l'Agora, puisque j'ai voulu, sur cette édition-là en tous les cas, ramener pour beaucoup les activités de ce festival dans l'Agora même, qui est la maison de la danse de cette ville. Donc quasiment la moitié des manifestations, il y en a un peu plus d'une centaine, tout compris, des manifestations de Montpellier Danse l'été prochain, la moitié sera au sein même de l'Agora, qui possède à la fois 4 ou 5 lieux de spectacle, le studio Bagoué, la salle Béjar, le théâtre de plein air, le théâtre de l'Agora. Et Rachid Ouramdam, le spectacle s'appelle Corps extrême, et il travaille essentiellement sur cette nouvelle création avec des voltigeurs, et puis aussi avec le très célèbre Nathan, qui est un fil de ferriste qui travaille Nathan Paulin, qui traverse les espaces au-dessus de notre tête, et donc ça va être un des clous de ce spectacle-là. Et puis il faut peut-être parler de la clôture, puisqu'on vient de parler de l'ouverture. Si on parlait de la clôture sera dans le cadre de cette rencontre que la ville de Montpellier et l'Élysée sont en train d'organiser sur la rencontre Afrique-France à Montpellier, et donc le 8, 9 et 10 juillet, Salia Sanou, qui est un chorégraphe burkinabé et qui vit à Montpellier depuis très longtemps, depuis plus de 20 ans, m'avait de longue date proposé une comédie musicale, et d'un rêve, c'est le titre. Et j'ai proposé que ce spectacle soit un des spectacles et une des grandes manifestations de ce sommet. Donc on va clôturer au Quorum cette édition-là avec cette création de Salia Sanou. 23 juin au 16 juillet, on rappelle les dates. Alors, vous disiez être un optimiste BA, je vois aussi que vous êtes un passionné. Jean-Paul Montanari, qu'est-ce qu'il fait quand il ne pense pas à la danse ? Il ne pense à la danse, j'allais dire de moins en moins, c'est-à-dire que ça fait quand même 40 ans que je pense à la danse. Donc, je lis, et souvent des choses qui n'ont rien à voir, heureusement, avec la danse. Je lis, je marche, beaucoup, et quand on marche, on pense, comme vous savez. Donc, mais on pense au temps qui passe, on pense et c'est amusant pour un optimiste, on pense à l'échéance finale. C'est quoi la mort, finalement, dans nos vies? Dans quelques mois, j'aurai bientôt 75 ans, et que je vois bien que, en plus dans la période qu'on traverse, je vois bien qu'il y a quelque chose qui s'appelle la fin, qui est en train de se profiler. Quelle nature ça a? Je suis d'une grande curiosité, je ne suis pas seulement optimiste, je suis terriblement curieux. Et c'est vrai que tout ça me fait beaucoup... C'est à ça que je réfléchis. C'est-à-dire que c'est quoi la fin? Mais y compris d'ailleurs, d'une manière symbolique, c'est quoi ma fin à Montpellier Danse? Parce que il va bien falloir un jour que je m'en aille quand même. Donc vous y pensez?
Tous les Vous jours. préparez ? Et même quand je me rase pas. Oui, non, absolument tous La les jours. préparez-vous, cette fin ? Non, ça se prépare pas. C'est justement ça qui est intéressant. C'est que ça se prépare pas parce que c'est pas chez moi. C'est moi qui l'ai fabriqué, c'est sûr, depuis si longtemps. Mais le vrai patron de Montpellier Danse, c'est son conseil d'administration. Hein, donc Oui, mais il y a bien ça. un successeur à Jean-Paul Montanari. Non. N'y a-t-il pas, peut-être ? Non, je ne sais pas. Non. C'est au conseil d'administration de décider. Donc, si la métropole de Montpellier, puisque c'est en fait le vrai patron, c'est Michael Delafosse dans cette histoire, puisque c'est lui qui est le patron de la métropole, qui est le patron de Montpellier Danse, d'une certaine manière. Le jour où le moment sera venu, vous pensez bien qu'un poste comme celui-là sera convoité à travers l'Europe entière. Donc, je présume. Donc, il n'y aura plus qu'à attendre. Mais si on a besoin de moi pour désigner ce monsieur ou cette dame qui me prendra ma succession, je serai là pour aider. Maintenant, si on n'a pas besoin de moi, on n'a pas besoin de moi. Donc, c'est comme ça. En tout cas, il n'y a pas de limite d'âge dans vos fonctions. Non, vous êtes encore là quelques années, plusieurs années. J'ai la chance d'avoir un contrat à durée déterminée qui dure depuis très longtemps et qui, justement, pour l'instant, en tous les cas, fonctionne bien et personne ne se plaint de moi. Donc, pour notre grand bonheur, on va continuer encore un peu, oui, c'est ça. Jean-Paul Montanari, vous parliez de la mort, de la fin de vie. J'oublie pas que aujourd'hui, 8 avril, jeudi 8 avril, est débattu une loi, un texte autour de la fin de vie à l'Assemblée nationale. C'est un texte qui, évidemment, oppose les acteurs de la vie politique, de la société. Quel est votre point de vue sur ce sujet ? Je suis pas sûr d'avoir un point de vue bien en tout cas, bien une net. réflexion. Dans tous les cas, c'est vrai que c'est une forme de liberté de choisir le moment de s'en aller. Voilà. Donc ça, je suis... Alors après, il faut des lois pour tout, donc allons-y pour la loi, mais bien sûr que je trouverais presque normal, oui, tout à fait normal, que en fin de parcours, quand on sent qu'on peut plus, qu'on puisse partir sans faire trop d'histoire, ni auprès de ses proches, ni auprès de la médecine, ni auprès de la loi surtout, parce que on trouve bizarre que la loi ait à légiférer là-dessus, justement. En tout cas, aujourd'hui, beaucoup de Français quittent la France pour mourir oui, c'est bien pour ailleurs, ça, bien sûr. en Belgique notamment. Bien sûr, ou en Suisse, oui. Ou en Suisse. Oui. Oui. Et ça vous choque, interpelle ça... Ça me rappelle l'époque où les femmes devaient aussi quitter la France pour aller se faire avorter, bien sûr. Donc, je pense que ça fait penser à la même chose. Donc, soyons ouverts et acceptons ce qui est accepté ailleurs pour décider en toute liberté de la manière que nous aurions de partir les uns et les autres si nous le souhaitons. C'est pas obligatoire. Tout le monde peut mourir en souffrant beaucoup dans son lit quand on est malade. Mais on peut peut-être aussi abréger un certain nombre de choses et surtout rendre la liberté aux gens. Il n'y a rien à faire. Deux sujets de société. Vous parlez de l'avortement, la fin de vie. Est-ce qu'on est assez mûr en France, mature, pour aborder ces sujets ? Oui, bien sûr. Pourquoi ne serons pas mûrs ? Bien sûr que oui. Bon, la France est un pays un peu étrange aujourd'hui parce que, sans doute, sous bien des angles, elle a un peu de mal à accepter qu'elle n'est plus tout à fait dans les 5 plus grands pays du monde. Donc ça, donc c'est vrai que l'irruption brutale de la Chine au sommet, l'irruption d'un certain nombre de pays asiatiques comme la Corée du Sud ou autres, qui effectivement nous font reculer sur un certain nombre de plans, en tous les cas dans le classement mondial. Mais je suis sûr qu'on peut vivre très bien sans être des héritiers directs ni de Louis XIV ni de Napoléon. On peut aussi vivre autrement notre vie nationale et prendre sa place dans ce débat qui est bien difficile, qui est le débat européen, et la France a tout à fait sa place dans cette... On regrette à propos de cette pandémie que l'Europe n'ait pas joué le rôle sur lequel on comptait. On comptait sur l'Europe pour trouver une solution à cette question, et de toute évidence, elle n'a pas su faire. Donc ça veut dire que c'est qu'il n'y a pas encore assez d'Europe, c'est-à-dire que l'Europe n'a pas encore assez de pouvoir, contrairement à ce que d'autres peuvent penser, pour résoudre un certain nombre de questions, et moins elle aura de pouvoir, et moins nous serons forts dans le monde. Donc vous êtes un citoyen européen ? Ah oui, je crois, oui. Oui, bien sûr, volontiers, oui, je crois bien. Je crois en tous les cas que sur certains angles, renforcer l'Europe nous pourra faire que nous améliorer notre vie. La preuve, si on avait été aussi forts qu'ont pu être les Israéliens ou les Anglais face à cette pandémie, peut-être nous n'en serions pas tout à fait là.
Quel citoyen êtes-vous ? Quelles sont les causes qui vous animent, que vous défendez ? Quels sont les deux, trois sujets sur lesquels vous avez envie d'apporter votre pierre ? J'ai eu beaucoup de combats dans ma vie, j'en ai beaucoup moins aujourd'hui. Il faut avoir beaucoup d'énergie pour faire ça. Et c'est vrai que je garde mon énergie pour l'instant d'une manière un peu égoïste à Montpellier Danse, ce qui est un peu normal. Hein, mais aujourd'hui, ça me hante, sans me hanter tout à fait, mais la question des migrants, par exemple, me trouble profondément, me fait beaucoup réfléchir, parce que comment est-ce possible, et dans ce festival, Arcadie Zaides, par exemple, aborde cette question, comment c'est possible de laisser mourir autant de gens qui veulent traverser cette Méditerranée ? Et puis en même temps, comment se fait-il qu'ils aient le courage inconscient peut-être de monter sur ces esquifs impossibles avec des passeurs qui se font des fortunes sur leur dos. Et après, une fois, quand quelques-uns d'entre eux sont enfin arrivés sur les rivages européens, quelle place ils ont réellement dans notre société ? Et ça, toutes ces questions sont absolument sans réponse pour l'instant, sauf le soutien qu'un certain nombre d'entre nous peuvent apporter, par exemple, à SOS Méditerranée, pour ce travail-là, c'est-à-dire cette période entre le moment où ils quittent leur pays et le moment où ils arrivent dans un autre pays vivant. Dans cette période-là, c'est vraisemblable que sans doute 100 000 personnes sont mortes déjà dans la Méditerranée ces dernières années, et que ça, c'est insensé. La France est coupable ? Non, personne n'est coupable. La France devrait faire mieux ? Plus, davantage. Je ne sais pas à quoi vous répondre. Je ne suis pas un donneur de conseils. Je ne sais pas quoi faire avec ça. En tous les cas, c'est une question. Je ne sais pas. Je sais pas les espaces que vous fréquentez à Montpellier, mais il y a beaucoup de migrants à Montpellier, par exemple. Quelle place ils ont exactement dans la ville ? Quelle place ils ont ? Quelle place on leur fait ? Est-ce qu'il faut leur faire une place ? Et toutes ces questions, pour l'instant, où que vous penchiez, il n'y a pas de réponse. Et malheureusement, une des rares réponses va être peut-être l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national à cause de ça. Vous évoquiez la suite, l'après, j'ai bien compris que elle n'était pas encore programmée vous concernant. L'après, est-ce que ça pourrait être la politique ? Non, pourquoi ? Pas du tout. Ah ben pas du tout. Oh, parce qu'il faut beaucoup d'énergie avec tout ça. Non. L'après, c'est se promener dans les bois. C'est prendre son temps, c'est finir de lire les livres que nous avons achetés. Quel est votre livre de chevet en ce moment ? C'est pas une question piège. Bon, qu'est-ce que vous aimez lire ? Je suis en ce moment, très exactement, en train de lire Mathias Sénard, le dernier roman de Mathias Sénard, qui est un gros livre dont j'avais adoré le Boussole, qui avait eu le prix Goncourt il y a quelques années. Ouais. Mais je viens de lire aussi le Annette Vievorka sur ses années chinoises, parce que c'est au moins quelque chose que je partage avec elle. Il n'y a pas que ça que je partage avec elle, mais aussi ça, puisque moi aussi, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais pro-Mao, comme on dit, j'étais vaguement maoïste, mais cette histoire m'a même poussé à étudier le chinois, et c'est là que tout s'est brisé, c'est-à-dire que une fois que j'ai étudié le chinois et que j'ai commencé à lire, j'ai voulu lire les textes du président Mao dans les textes. Évidemment, je me suis beaucoup marré. Ma raison a bien fonctionné, heureusement, même si je suis allé à de nombreuses reprises en Chine et où il y a toujours une espèce de romantisme par rapport à la révolution, y compris la révolution culturelle chinoise, même si, bien sûr, qu'on sait que ça a provoqué des millions de morts. Et que les choses sont toujours plus compliquées qu'on ne le croit. Merci Jean-Paul Montanari. Vous étiez l'invité de Libre-Échange sur Radio Aviva, une émission en partenariat avec Midi Libre. Je rappelle 2 dates, 23 juin, 16 juillet. C'est le début et c'est la fin de la 41e édition du festival Montpellier Danse que vous avez présenté ce matin. Programmation très très riche. C'est en 2021 et on aura plaisir évidemment à vous retrouver et à retrouver l'ensemble des artistes pendant cette 41e édition. Merci Jean-Paul Montanari. Merci Olivier Biscay. À très bientôt. Merci aux auditeurs. À bientôt. Libre-Échange. Une personnalité se livre. Ses créations, ses valeurs, ses engagements. Une émission avec Olivier Biscay.